Bonjour, dans cette vidéo que j'ai intitulée « Le père démasqué », je vais vous parler des enfants naturels. Vous savez, ces enfants dont l'acte de naissance dit qu'ils sont nés d'une mère célibataire, dont l'acte de naissance ne précise aucune information sur le père. Alors vous pourriez vous dire, voilà une branche malheureusement coupée de mon arbre généalogique. Eh bien, je voudrais surtout vous donner espoir de pouvoir relier les liens avec la filiation paternelle d'un enfant naturel, simplement en approfondissant les recherches, en diversifiant les sources, et puis bien sûr en bénéficiant d'un peu de chance. En un mot commençant, il ne faut jamais désespérer. Voici 4 exemples qui le prouvent, 4 exemples parmi tant d'autres où je vous donne des astuces pour essayer de retrouver la trace du père d'un enfant naturel. Le premier cas est celui de Marie Soupizet, une journalière née en 1864 qui a donné le jour à 4 enfants, tous nés de pères inconnus. Ici, nous avons l'acte de naissance du 6 septembre 1891 de sa fille Marie, qui naît dans le hameau de l'Ardouana, sur la commune de Saint-Marien, dans le département de la Creuse. Comme pour sa sœur aînée, Marie également, qui est née en 1885, comme pour son frère aîné de 1887, Pierre, et même comme Louis, le cadet, dont la naissance surviendra en 1901, aucune information dans l'acte de naissance ne précise qui est le père des enfants. D'ailleurs, y a-t-il un père ou plusieurs pères? Ça, on ne le saura jamais. En revanche, ce qu'on constate, c'est que la petite fille, ici, est née en septembre 1891. Or, qu'est-ce qui s'est passé en France en 1891? Eh bien, il y a eu un recensement, comme c'était le cas tous les 5 ans. Le recensement avait eu lieu au début de l'année, au printemps. Et en consultant ce document, eh bien, dans le village de l'Ardouana, on constate avec surprise que Marie Soupizet vivait avec un certain Louis Mathieu. Et ça n'est pas simplement l'homme qui l'héberge. L'agent recenseur l'indique clairement, c'est son concubin. Il y a même ici le petit Pierre, l'enfant aîné de Marie, celui qui avait 3 ans à l'époque, qui figure dans la composition familiale et qui est donc indiqué au recensement avec sa mère, le concubin de celle-ci. En un mot commençant, quand on vit au printemps avec quelqu'un et qu'un enfant naît au mois de septembre, il y a quand même une forte suspicion, même s'il y a un gros écart d'âge entre Marie Soupizet et Louis Mathieu, comme vous le voyez sur le recensement. Le deuxième cas que j'ai choisi pour vous, c'est celui de Louis-Antoine Pessonneau, qui a été nommé chevalier de la Légion d'honneur le 6 novembre 1813. Quand on regarde son baptême, daté du 8 juin 1786, qui provient des registres de Saint-Germain-l'Auxerrois, une paroisse parisienne, il s'agit en fait d'un enfant trouvé la veille sur le marché des 15-20. L'enfant ne s'appelle pas encore Pessonneau, d'ailleurs il n'y a aucun nom indiqué, seul son prénom, Antoine Louis, mais le parrain est Louis Pessonneau, bourgeois de Paris, et la marraine Antoinette Élisabeth Remusat, fille de Jean-Henri Remusat. Voilà donc un parrain qui aurait pu donner simplement son nom à l'enfant. Mais ce n'est pas tout, car dans le dossier de la Légion d'honneur de Louis-Antoine Pessonneau, on trouve une autre pièce. Cette pièce, qui est datée du 26 Fructidor de l'an 12, c'est-à-dire le 13 septembre 1804, est un acte passé par devant Claude Mathieu Dumez, notaire, où Louis Pessonneau reconnaît l'enfant comme son fils, avec l'emploi de cette formule un peu désuète, un fils procréé par ses œuvres. On va donc pouvoir chercher la cote de cette pièce dans le minutier central des notaires parisiens, puisque les répertoires de ces notaires sont numérisés et en ligne dans la salle des inventaires virtuels des Archives nationales. Dans ce répertoire, on peut lire que l'acte en question concerne Louis Pessonneau, mais n'est pas uniquement à destination de Louis-Antoine Pessonneau, mais bien au profit de ses enfants. Il y a donc un pluriel, il n'y a pas qu'Antoine. Et cet acte notarié va nous apprendre encore d'autres choses, puisque le père est bien le parrain de l'enfant, en revanche la mère n'est pas la marraine. Il y a donc le nom d'une autre femme qui est la mère de Louis-Antoine Pessonneau.
Et il y a d'autres indications, comme par exemple le mariage des parents, 7 ans après la naissance de Louis-Antoine. Vous vous rappelez, il était né en 1786. Ici, nous sommes en janvier 1793, le mariage dans la paroisse de Montmartre. Et d'ailleurs, ce mariage, on le retrouve dans les fiches reconstituées en Drivaux qui ont été faites avant les incendies parisiens. Alors oui, vous pouvez me dire qu'il s'agit éventuellement d'une reconnaissance de complaisance, puisqu'elle a lieu 18 ans après la naissance de l'enfant. Mais quand même, Louis Peyssonneau était déjà le parrain de l'enfant, il n'était pas marié à l'époque, il est donc fort probable que ce soit également son père légitime. A-t-il élevé l'enfant entre 1786 et 1804 où il effectue sa reconnaissance? Ça, on ne le saura jamais. Mais voilà une possibilité en tout cas pour l'ascendance paternelle de Louis-Antoine Peyssonneau, chevalier de la Légion d'honneur. Et puis encore un autre cas, avec une recherche différente cette fois-ci, qui montre qu'il ne faut pas toujours compter sur les mentions marginales qui doivent figurer sur les actes de naissance. En effet, depuis 1804, le Code Napoléon prévoit que les enfants naturels, quand ils sont reconnus, la mention soit portée en marge de leur acte de naissance. Ici, nous sommes en 1874, à Périgueux, dans la Dordogne, avec la naissance de Léoncie Fressanjat, qui est né donc le 23 août 1874, d'un père inconnu et de Élisabeth Fressanjat. La mention marginale indique qu'un jugement du tribunal civil de Sarlat du 29 décembre 1922, soit 48 ans plus tard, a décidé que la petite demoiselle était bien la fille dont Élisabeth Fressanjat a accouché. Mais alors, pourquoi n'est-il fait mention nulle part de cet acte que j'ai retrouvé dans les archives de Maître Bourget, notaire à Paris, daté du 14 mars 1876, soit environ 18 mois après la naissance de l'enfant, où les parents la reconnaissent comme leur fille légitime? C'est un grand mystère. Pourtant, l'acte est clair. Regardez, on voit bien que Joseph Alfred Allard et Élisabeth Fressanjat, célibataires, reconnaissent pour leur fille la petite Léoncie. Mieux encore, ils consentent qu'à l'avenir, le dit enfant porte le nom de Monsieur Allard, son père. Alors le mystère reste entier sur l'absence de la mention marginale, mais sur le plan généalogique, on peut continuer l'arbre en considérant que Monsieur Allard est bien le père de l'enfant. Et puis allez, un quatrième et dernier exemple, encore différent, pour vous montrer à quel point il faut élargir le champ des possibles en recherchant de nouvelles sources et en approfondissant encore plus les recherches. Ici, nous avons l'acte de naissance de Julien Quertinier, un garçon naturel né le 6 janvier 1882 à Salbris, dans le Loir-et-Cher. Comme le montre son acte de naissance, il est né de Juliette Quertinier, non mariée. Eh bien, c'est en enquêtant sur les origines de la mère de Juliette Quertinier que j'ai réussi à résoudre l'énigme. En effet, celle-ci était également une enfant naturelle qui a été abandonnée par sa mère et placée. J'ai donc consulté son dossier d'enfant assisté et dans ce dossier, j'ai trouvé une lettre très intéressante. En effet, vous vous rappelez que son fils, Julien, est né en 1882. Or, la lettre que nous retrouvons est datée du 28 octobre 1881, c'est-à-dire 3 mois avant la naissance de l'enfant. Dans cette lettre, M. Christophe, qui est directeur du service des enfants assistés des arrondissements de Blois et Romorantin, écrit que l'élève Quertinier Juliette, placée chez Hubert Thomas, vient de se déclarer enceinte des œuvres du jeune Caillat Louis, âgé de 17 ans et demi. Il précise même que ce jeune homme ne possède rien et n'est pas en âge de se marier. C'est donc ainsi que Louis Caillat ne deviendra jamais officiellement le père de Julien Quertinier, ni à sa naissance, ni plus tard. Il n'épousera jamais sa mère. Si vous vous êtes contenté de l'acte de naissance, vous avez coupé la branche du père. Si vous avez retrouvé le dossier d'enfant assisté de sa mère, eh bien, on peut renouer ces liens généalogiques avec la branche paternelle. Alors bien sûr, là encore, c'est la déclaration de Juliette Quertinier qui fait foi. C'est elle qui a déclaré à M. Christophe que Louis Caillat était le père de son enfant. Mais on va la croire, a priori. Et donc on va considérer que ce Louis, dont on a la date de naissance par le calcul
de l'âge qu'il avait au moment où son fils est né, eh bien, Louis, on va retrouver son acte de naissance à Poulaines, en date du 3 avril 1864. Dans cet acte de naissance, il y a ses parents, et ainsi l'aventure généalogique va pouvoir se continuer. Alors bien sûr, des exemples comme ces 4 que je viens de vous montrer, je pourrais vous en donner des dizaines, des centaines, tellement j'en ai rencontré dans mes années de recherche généalogique. Mais maintenant, c'est à vous de faire votre recherche pour vos propres énigmes. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours sortir du texte pour aller vers le contexte. Je m'explique. Le texte, c'est l'acte que vous lisez. Un acte de naissance d'enfant naturel, on voit clairement indiqué que le père n'est pas nommé. Donc si vous restez sur le texte, vous n'allez jamais chercher ailleurs et vous ne retrouverez jamais ce père. Il ne va pas apparaître comme par miracle. En revanche, si vous sortez du texte pour aller vers le contexte et que vous cherchez autour, en élargissant, en approfondissant, en allant voir ailleurs, en ouvrant son regard, eh bien vous allez trouver des indices et vous allez sans doute trouver la filiation de ce fameux enfant naturel pour lequel vous aviez peu d'espoir. Alors je vous souhaite de bonnes recherches, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vous dis à bientôt.